Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Retour de la formation politique UDPCI dans la case RHDP hier jeudi à la résidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le chef de ce parti, Albert Maurice Ouakos, à la tête d'une forte délégation, a réaffirmé la volonté de son parti de revenir au RHDP pour prendre part à l'élan de développement de la Côte d'Ivoire engagé par le chef de l'État. On en parle dans cette édition. Comment rendre plus performants les programmes d'alphabétisation à travers le monde, car il y a urgence selon l'UNESCO. L'analphabétisme toucherait 771 millions de personnes sur la planète. La première dame Dominique Ouattara a procédé hier jeudi à l'ouverture de la 55e édition de célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation qui se tient cette année en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, RDC, une pénurie d'essence secoue la capitale Kinshasa depuis le dimanche 4 septembre. Les autorités se démènent pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et puis sachez que le Royaume-Uni a un nouveau roi, son nom, le roi Charles III. Il succède à sa mère. On en parle dans cette édition. Merci de nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le drapeau qui coiffe l'une des tours principales du Buckingham Palace est en berne. Londres est triste et un silence de cathédrale règne dans les couloirs du Buckingham Palace. La reine Elisabeth II, reine d'Angleterre, n'est plus depuis hier 8 septembre 2022. Elisabeth II a rangé définitivement sa couronne à l'âge de 96 ans dans le silence du château de Balmoral en Écosse. Elisabeth II, figure emblématique de la monarchie anglaise pendant 70 ans. Une vie au service de la couronne, un nom que les Britanniques garderont longtemps en mémoire. Alexis Ouedraogo. La nouvelle est tombée ce jeudi en provenance de Buckingham Palace. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée. Montée sur le trône en février 1952 à 25 ans à la mort de son père George VI, elle régnait depuis plus de 70 ans sur les pays du Commonwealth. C'est le plus long règne d'un monarque britannique. En juin dernier, Elisabeth II célébrait son jubilé de platine. Des festivités qui ont présenté au monde entier l'affection du peuple britannique pour sa souveraine. Elisabeth II a connu plus d'une quinzaine de premiers ministres, vu les Royaumes-Unis entrer dans l'Union européenne puis en sortir à la faveur du Brexit, mais surtout affronter de nombreuses épreuves sur le plan personnel, comme la mort de Diana, sa belle-fille, en 1997, ou plus récemment les critiques de son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle. En avril 2021, elle a dû faire face à la disparition de son époux, le prince Philippe, à qui elle était mariée depuis près de 73 ans. La reine aux tenues colorées, toujours assortie, ne sortant jamais sans son chapeau et son sac, a vu ces derniers mois son état de santé se dégrader. Pour son jubilé, elle avait même dû limiter ses apparitions publiques pour se préserver, avant de s'installer dans sa résidence de Balmoral. Son fils aîné Charles, 73 ans, premier dans l'ordre de succession, devrait lui prendre la relève. Ce jeudi, le drapeau britannique est en berne. Elisabeth II avait 96 ans. Effectivement, Alexis Ouedraogo, et comme l'exige la tradition royale, vous venez de le dire, son fils, le désormais roi Charles III, succède à sa mère sur le trône britannique et devient roi à l'âge de 73 ans. Une mission royale qu'il connaît bien, lui qui secondait sa mère au cours d'innombrables engagements officiels. Et justement, solidaire du Royaume-Uni, dès l'annonce de la triste nouvelle, plusieurs pays ont exprimé et continuent d'exprimer leur soutien, leur compassion en ces instants de deuil. Au nombre de ceux-ci, la Côte d'Ivoire, dans un télégramme officiel qu'il adresse à son Altesse royale, le prince Charles, prince de Galles, désormais le roi Charles III, le président de la République Alassane Ouattara, dit, et je cite, « C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès survenu hier jeudi 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, de votre illustre mère, Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'âge de 96 ans. Je voudrais saluer la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle, 40e monarque, a régné sur la couronne britannique depuis Guillaume le Conquérant pour son don de soi, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est engagée pour défendre le royaume aux côtés des troupes britanniques. Je rends hommage à une grande philanthrope dont la longévité
qualité de vie et de règne de 70 ans, ainsi que les immenses œuvres de charité ont fait d'elle l'une des souveraines la plus respectée et la plus aimée de son peuple. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Altesse, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, de même qu'à la famille royale, mes condoléances les plus émues et mes sentiments de profonde compassion, très haute considération. Télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'actualité sur le plan national, nous disions à l'instant dans les titres, marqués par le retour au RHDP de la formation politique UDPCI. Hier jeudi, à la résidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, le chef de ce parti, Albert Mabry-Touakes, à la tête d'une forte délégation de l'UDPCI, a réaffirmé sa volonté et par ricochet celle de son parti de revenir au RHDP pour prendre part à l'élan de développement de la Côte d'Ivoire engagé par le chef de l'État. Retour donc de l'UDPCI au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, annonce bien accueilli par plusieurs membres du RHDP présents. Le président de la République s'est félicité de ce retour. Jérôme Kofi Aboula. Mabry-Touakes signe son retour au RHDP. Pour en faire l'annonce, il s'est rendu ce jeudi à la résidence du président de la République à la tête d'une délégation de son parti. Le président de l'UDPCI dit revenir à la maison pour prendre part à la consolidation de la cohésion, tel que le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Nombreuses sont les personnalités qui ont bien accueilli le retour de Mabry-Touakes au parti oufouettiste. Ces personnalités, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, toutes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont succédées pour exprimer leur joie et dire merci au président Alassane Ouattara pour les actes de rassemblement et de paix qu'il ne cesse de poser. Et au nombre de celles-ci, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de partager également à cet instant important mes sentiments. Dans l'exercice de notre mission, dans les tâches que vous nous confiez, tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Et il y a des raisons où vous pourriez y avoir, vous aussi, des raisons de dire que ceci, c'est cela, avoir des émotions. Et pourtant, vous vous élevez au-dessus de tout ça. Que ce soit pour Mabry, que ce soit pour nous, chaque jour, nous voudrions vous dire merci. Et nous voudrons remercier le Seigneur, Dieu, d'avoir bien voulu donner à Côte d'Ivoire, pas à nous, mais à la Côte d'Ivoire, un homme de la grandeur d'esprit que vous êtes, pour conduire nos destinées dans les moments où le destin du pays est celui qu'on voit, traversant turbulences et tempêtes. Si vous n'avez pas à cet instant-là l'homme qu'il faut, l'homme de providence, l'expérience nous l'a montré, le bateau coule. Mais quand nous regardons ce genre d'actes, nous sommes rassurés, Président. Nous rentrons chez nous, nous dormons tranquilles. Nous avons la foi, nous avons la sérénité, le courage au travail, parce que nous savons que nous avons le bon guide, le bon leader et que nous sommes bien conduits. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, s'est félicité de ce retour et de l'UDPCI et de son chef au RHDP en vue de jouer leur rôle à la place qu'il faut. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays.
Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Pour le président Alassane Ouattara, le RHDP reste ouvert à tous les oufouettistes qui désirent y revenir et contribuer ainsi à pérenniser l'œuvre de cohésion et de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Du côté de l'ENA, l'École nationale d'administration, hier jeudi, et 419 élèves en fin de formation, membres de la 56e promotion de cette école, ont défilé à l'occasion de la sortie officielle de leur promotion, une promotion qui porte le nom du vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Excellence, solidarité et probité, c'est la devise donnée à cette promotion par le vice-président. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Serge Collier nous en parle. 419 élèves, 160 femmes et 259 hommes. Voici résumé en chiffres et en lettres la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, présentée à l'occasion de son baptême et de sa prestation de serment. Ces énarques sont désormais rompus aux thématiques liées à la gouvernance des politiques publiques. Après 30 mois de formation, et nous avons des mots d'infinie gratitude à l'endroit du vice-président de la République qui a accepté que notre promotion puisse porter son nom. Nous partons auréolés de toutes ces expériences et nous sommes désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire partout où besoin sera. Nous devrons des fonctionnaires incorruptibles, des fonctionnaires qui devront impacter l'administration positivement. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, félicite la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré, pour le travail abattu. Elle invite la promotion à mettre les compétences et connaissances acquises en pratique. La 56e promotion a l'honneur de porter le nom de Tiemoko Méliès-Koné. Le pari dont vous avez choisi de porter le prestigieux nom. Vous vous devez de le porter avec responsabilité et honneur. Jamais vous ne le déshonorerez. Toujours, vous vous en inspirerez. Et ainsi, vous grandirez et déploierez vos ailes à l'ombre de la discrétion, de l'humilité, de la compétence et de l'efficacité. En mission, ils ont le devoir de mériter la confiance placée en eux. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire leur donne comme devise 3 valeurs: excellence, solidarité et probité. Le projet de promouvoir une fonction publique ainsi orientée vers le service de la qualité est fondamental. Il repose essentiellement sur la logique d'obligation de résultats et de performance. Il s'avère alors impératif, pour faire prospérer une telle administration, de renforcer sa dynamique grâce à des animateurs motivés, à des fonctionnaires bien formés, compétents et capables d'affronter la compétitivité dans un monde globalisé. Et c'est avec cette espérance que nous accueillons aujourd'hui votre sortie officielle. Chers filles, je vous invite à vous approprier la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour accélérer la transformation structurelle de notre économie et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence le baptême de la promotion Tiemoko Méliès-Koné. Remise de diplômes aux majors, passation de tradition
entre la 56e et la 57e promotion et défilé des 419 sortants constituent les grandes articulations de cette cérémonie. Comment se porte l'Union économique monétaire ouest-africaine? Quelles sont les perspectives de croissance économique dans la zone UEMOA? Un certain nombre de questions qui ont été abordées au cours d'un entretien qu'a eu le vice-président de la République, Tiemoco Méliès-Koné, avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. C'était hier jeudi au palais présidentiel. On fait le point de cette audience avec Jérôme Kofi Aboula. Abdoulaye Diop, il est le président de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Abdoulaye Diop, ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y a été reçu par le vice-président de la République, Tiemoco Méliès-Koné. Cette rencontre a été pour lui l'occasion d'évoquer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'UEMOA. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point de l'état de l'Union, de la marche de l'Union, à la fois au plan économique et au plan institutionnel, mais surtout au plan économique. Nous avons partagé la situation qui se caractérise principalement par un redémarrage de la croissance économique, comme vous le savez, après cette période de Covid. C'était l'occasion pour saluer tous les efforts faits par nos États, nos gouvernements respectifs, pour dégager des ressources et appuyer les populations. Et bien sûr de saluer l'accompagnement et tous les efforts faits par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son vice-président, son premier ministre et les membres du gouvernement pour accompagner la commission de l'UEMOA dans ses actions de tous les jours. À côté de ces aspects économiques, nous avons discuté des aspects institutionnels et cela nous a permis de déblayer un ensemble de perspectives, en tout cas qui devraient permettre à la Commission de trouver les meilleures solutions pour que notre Union maintienne en tout cas le cap de la marche de l'intégration pour le plus grand bien de nos populations et bien sûr de nos États. Pour Abdoulaye Diop, les performances de l'économie ivoirienne sous la direction du président Alassane Ouattara sont à saluer, en ce sens qu'elles contribuent à maintenir au plus haut niveau l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et deuxième titre de ce journal, la première dame Dominique Ouattara a procédé hier jeudi à l'ouverture de la 55e édition de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation tenue autour du thème suivant, transformer les espaces d'apprentissage, d'alphabétisation, comment rendre plus performants les programmes d'alphabétisation à travers le monde. Selon l'UNESCO, l'analphabétisme toucherait 771 millions de personnes sur la planète. Il y a donc urgence de réfléchir sur la question et de trouver les voies et moyens pour atteindre les objectifs fixés. Les détails avec Mahama Traoré. Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Ce jeudi, la capitale économique accueille des experts venus du monde entier à la faveur de la célébration officielle de la 55e journée mondiale de l'alphabétisation. Pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire d'être le pays hôte des festivités, la première dame Dominique Ouattara décide de parrainer l'événement, avec à ses côtés des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Cette célébration intervient au lendemain de la remise officielle du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a donc dévoilé les remèdes que propose ce rapport en vue de lutter contre l'analphabétisme, un mal qui, selon l'UNESCO, touche 771 millions de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart. Plusieurs recommandations ont été formulées et j'aimerais en citer 3. La première, élargir le concept de l'alphabétisation et intégrer le continuum alphabétisation, formation, intégration socio-économique. En deuxième lieu, renforcer les capacités nationales des acteurs pour concevoir, gérer et conduire des programmes d'alphabétisation dans une perspective à long terme. Et troisièmement, améliorer davantage la qualité des programmes d'alphabétisation en termes d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2500 centres d'alphabétisation. L'encadrement proposé en ces lieux d'apprentissage est d'ailleurs au cœur des travaux de cette 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation,
d'où le thème « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». Nous devons élargir notre vision pour mieux prendre en compte toutes les valeurs des multiples espaces d'apprentissage sur les lieux de travail, dans les familles et au sein de la communauté et d'autres espaces considérés comme informels. Ces espaces doivent être adaptés à la diversité des intervenants. Vous savez que l'UNESCO est l'organisation qui, au niveau mondial, protège et promouve la diversité culturelle, la diversité linguistique. Dans cette dynamique de vouloir inverser la tendance, l'UNESCO peut désormais compter sur un soutien de taille, celui de la première dame Dominique Ouattara, qui s'engage à s'investir davantage pour réduire le taux d'analphabétisme de l'ordre de 47% en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons aujourd'hui est l'occasion idéale pour des échanges scientifiques et communautaires qui permettront de dresser l'état des lieux des actions menées et d'identifier les défis en matière d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, notre objectif est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national à courte échéance. Ceci implique l'engagement de tous. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui. Les femmes autonomes sont plus enclines à adhérer à des programmes d'alphabétisation. Je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent davantage dans l'alphabétisation de nos populations. Je salue tout particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est d'un grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation, avec notamment la mise à disposition d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle liant le numérique à l'apprentissage de la lecture et du calcul. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'UNESCO est à n'en point douter un allié de premier choix pour relever le taux d'alphabétisation dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi j'invite toute la population à adhérer à ces programmes en faveur de l'alphabétisation, car il y va de leur épanouissement. Cette célébration est également le lieu de primer les 6 lauréats 2022 des 2 prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. Il s'agit des prix UNESCO Roi Sejong et prix UNESCO Confucius, respectivement financés par les gouvernements coréens et chinois. Un reportage signé Mama Traoré. Le bilan de l'année écoulée, les perspectives pour la rentrée prochaine 2022-2023 ont été les sujets abordés au cours de la traditionnelle réunion solennelle de rentrée de la formation professionnelle et technique. C'était en présence du ministre Kofi Nguessan, ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre Sidi Timoko Touré était présent à cette réunion de rentrée de la formation professionnelle et technique. Devi Soyo et Sephora Zeki. Comme il est de coutume, avant chaque rentrée scolaire, les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réunissent pour une réunion particulière. Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, saisit l'occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée. Au CAP, 66,2% d'élèves admis. Au BT, au brevet technicien, 37,5%. Au bac technique, 50,2%. Je note avec satisfaction le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022. Pour la nouvelle année scolaire 2022-2023, Kofi Nguessan entend apporter quelques innovations pour améliorer la formation et attirer plus de jeunes, surtout ceux qui ont perdu tout espoir d'insérer le tissu socio-professionnel. Premièrement, rendre les enseignements très pratiques à l'image du système dual, 25% de théorie et 75% de pratique, notamment en entreprise. Deuxièmement, imaginer mettre en œuvre un système flexible avec une réelle volonté d'encadrement et de suivi des apprenants pour que le choix d'un métier repose sur une passion et du talent.
Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, invité spécial de ce rendez-vous, a exhorté les jeunes à faire de la formation professionnelle leur priorité au vu des énormes débouchés que regorge ce domaine. Nous pouvons dire aux jeunes qui font la formation technique ou même professionnelle qu'ils ne sont pas les rebuts de la formation. Parce que beaucoup de grandes nations aujourd'hui dans le monde ont bâti leur développement sur la formation technique et la formation professionnelle. Donc le changement de paradigme qui met l'accent désormais sur la formation technique et professionnelle exprime ici toute l'ambition du gouvernement en matière de transformation structurelle et de la maîtrise du développement de la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes dans l'enseignement technique et professionnel démarre le 12 septembre 2022 et prendra fin le 28 juillet 2023. Elle comportera 2 semestres. Le premier débutera le 12 septembre 2022 et s'achèvera le 17 décembre 2023. Le second du 30 janvier au 9 juin de la même année. Il s'agit en somme de 33 semaines, soit 1320 heures de cours. En matière d'amplification de la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, on peut déjà ressentir l'effet boomerang, les effets retour de la visite d'État effectuée par le président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud en juillet dernier. Une vingtaine d'hommes d'affaires sud-africains séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire, des opérateurs économiques sud-africains intéressés par les secteurs des mines, du gaz et du pétrole. Ils participent à un forum dédié à l'investissement dans les domaines ici à Abidjan. Walter Amadou Ouattara. À ce forum économique Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, des entreprises ivoiriennes d'État exerçant dans les domaines des mines, hydrocarbures et de la géologie présentent des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. L'expérience sud-africaine est très attendue. La première usine d'affinage d'or en Afrique du Sud date depuis 1921. Donc ils sont en avance nous sur ce chapitre. Leur apparition aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut permettre à la SODEMI d'affiner davantage sa politique économique par rapport à notre usine d'affinage d'or. Si nos recherches aboutissent, l'exploitation du phosphate et pourquoi pas la transformation localement pour faire de l'engrais, de pouvoir prolonger ces contacts-là avec nos homologues sud-africains. Une vingtaine d'hommes d'affaires sud-africains s'intéressent entre autres à la production d'engrais à partir de minerais de phosphate. Également au projet commun de production du pétrole et du gaz. Une usine d'affinage d'or est au programme. Cette délégation sud-africaine pour solidifier, on va dire, ce qui a déjà commencé par le président, son Excellence Ramaphosa, qui était en visite ici et il y a eu plusieurs protocoles d'accord qui ont été signés. Donc c'est à cet effet-là que nous sommes ici pour consolider les choses. En ce qui concerne les fonds, en termes d'investissement, ça va dépendre de la taille du projet, bien entendu. Ce forum est placé sous l'égide du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Comme l'a dit M. le ministre, nous attendons véritablement des résultats concrets de ces forums-là. L'aboutissement des partenariats avec l'Afrique du Sud, nous avons besoin qu'ils viennent investir. Pour cette journée, c'est l'auditorium du siège de Petrosi, dans la commune du Plateau, qui a accueilli les travaux du Forum économique Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 8 septembre 2022 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 852 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 16 guéris et 1 décès. À la date du 8 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 885 cas confirmés, dont 86 031 personnes guéries, 821 décès et 33 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 616 357. Le 7 septembre 2022, 7 460 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 502 317 doses du 1er mars 2021 au 7 septembre 2022.
Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, une pénurie d'essence officiellement causée par le retard dans les arrivées programmées des navires censés approvisionner la mégapole d'environ 15 millions d'habitants secoue la capitale Kinshasa depuis le dimanche dernier. Les autorités tentent d'y faire face. Les stations-service ont bien du mal à répondre aux besoins de leurs clients. Elles sont obligées de procéder au rationnement dans la distribution de l'essence. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Bundimou, a ordonné aux stations-service de limiter l'approvisionnement à 30 litres par jour pour les jeeps et 20 litres pour les petites voitures. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.